Vous écoutez le premier épisode de Making of. Nous débutons aujourd'hui notre émission dans le but avec vous de tenter de mieux comprendre le cinéma au travers d'interviews de celles et ceux qui le fabriquent. De leur première expérience sur des courts-métrages à la renommée dans le milieu du cinéma en passant par leurs échecs, nous tenterons d'aborder avec eux le plus de choses possible afin que leurs leçons puissent vous servir si les coulisses de la magie d'un film vous intéressent. Alors faites-vous couler un thé, un café et installez-vous confortablement pour écouter cette première émission. Mais avant toute chose, nous allons commencer par nous présenter. Moi j'ai une petite question. Vous avez des films où vous vous dites j'aurais bien voulu réaliser ça? Plein, ouais, il y en a trop. Carrément. Et vous avez des exemples? Là, on parle pas de j'ai eu cette idée-là avant, je suis deg. On parle bien de je vois le film et je me dis c'est trop bien. Putain, j'aurais tellement. Eh ben, il y a un film de Taika Waititi qui s'appelle Vampire en toute intimité. Okay. Et quand je vois ce film, je me dis, mais le tournage, ça devait être quelque chose d'incroyable. Ça devait être hilarant, ça devait être génial. Enfin, juste le concept d'une colloque de vampires dans les temps modernes. Et à chaque fois, je le vois, je me dis, mais je donnerais tout pour être sur ce plateau, en fait. Parce que même au-delà de c'est beau, c'est bien réalisé, il y a aussi, je me dis, une ambiance de tournage, mais fantastique. Et c'est du génie pour moi, ce scénario. Et ce film est hilarant, donc j'imagine même pas le tournage, quoi. Ouais, c'est sûr. Et on sent que c'est vraiment une petite troupe une petite troupe de théâtre qui a fait un premier film, mais il y a un truc qui est, franchement, qui marche trop bien dans l'ambiance. Mais tu l'as vu, le film? Non, je l'ai pas vu. Il est débat, il est hilarant, et bon, c'est un peu... C'est un type d'humour, hein, mais... Ouais, c'est l'humour Taika Waititi. Oui, voilà, si t'aimes Taika Waititi, tu vas aimer. Et franchement, à chaque fois, je me dis, mais c'est comme les films d'horreur. Je me dis, ça doit être incroyable d'être sur un tournage de film d'horreur parce que t'as peur quand tu le vois, mais quand tu le fais, ça va être super drôle, quoi. C'est ça qui est trop bien avec les films de genre en général, c'est qu'il y a le côté, la magie, et justement, tu désacralises tout le côté, dans les films d'horreur, effectivement, le côté qui fait peur. Oui, tu vois tout. Et je crois que j'ai déjà pleuré en regardant le making of du Seigneur des Anneaux parce que je voulais faire ça et du coup, j'ai pleuré et j'étais là, genre. Voilà. Et en même temps, est-ce que ça t'a pas un peu donné envie de faire du cinéma, justement? Si, complètement. Mais ouais. Mais ouais, après, rien n'empêche un jour, peut-être. De rage, elle devient réalisatrice. Clairement. Et Agathe, il y a des films sur lesquels t'aurais aimé être, pas forcément réalisé, mais être sur le tournage? Moi, il y a un film, du coup, c'est Swiss Army Man, où je trouve que le tournage a dû être absolument incroyable. Tu m'étonnes. Et ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une personne qui se retrouve bloquée sur une île et en fait son camarade va être un cadavre et plus exactement un paix que produit le cadavre. Et c'est Harry Potter. C'est Daniel Radcliffe. Et en fait ils essayent de retrouver grâce à ce paix du coup leur chemin vers la civilisation. Et je trouve que déjà le concept est incroyable, qu'on en parle un peu, mais ensuite le tournage devait être génial quoi. C'est vraiment Harry Potter, Daniel Radcliffe, pardon, est un cadavre. Le pauvre, il oublie qu'on arrête de parler d'Harry Potter dans le pauvre. C'est terrible. Mais du coup, c'est vraiment un cadavre qui joue vraiment magnifiquement bien le mort. Et le tournage devait être absolument génial, ne serait-ce que pour ça. Et ensuite, la complicité, de... Comment il s'appelle déjà? Dano? Paul Dano, ouais. Paul Dano. Et Daniel Radcliffe est vraiment génial, même dans l'aspect... rigidité cadavérique de la relation, mais vraiment ça devait être incroyable. Et puis c'est beau aussi. Il y a un moment où ils recréent un bus, je spoil, désolé, le bus, mais ils recréent un bus en arbre, en branche, et ils recréent. Il y a Paul Dano qui est grimé un peu en femme, complètement en femme d'ailleurs. Et ce moment est absolument magique, magnifique et hilarant. Et sur le tournage, je me serais pissée dessus et j'aurais adoré. C'est vraiment juste, ils marchent dans une forêt. Ils vont d'un point A à un point B, il n'y a rien d'extraordinaire en soi qui se passe, mais le film est merveilleux. Ouais. Voilà. Donc l'histoire d'un paix, Louane, si tu veux, n'hésite pas. Swiss Army Man. je n'hésiterai pas. Et toi, Léo? Du coup, moi, il y a plusieurs films. Le dernier en date, c'est The Fabelman. Oui. Sur la table, mais parce qu'en fait, c'est vraiment un film qui parle de cinéma et puis je suis un grand fan de Steven Spielberg, c'est mon réalisateur préféré, et notamment son parcours, comment un enfant va commencer à faire des courts-métrages chez lui. Bon, ses parents, c'est pas n'importe qui, son père, c'est le créateur de l'ordinateur tel qu'il est devenu par la suite. Mais... Aussi joué par Paul Dano. Ouais, son père dans le film, effectivement, est joué par Paul Dano, et du coup, il y a vraiment des liens dans ce podcast. Mais du coup, c'est un film sur, effectivement, un enfant qui commence à faire ses films dans son coin, qui ramène ses potes, et qui, de fil en aiguille, va aller travailler à la télé et devenir le réalisateur qu'il est devenu, c'est-à-dire peut-être l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, notamment parce qu'il a fait des succès populaires, et en même temps, il a mis une œuvre très personnelle dans ses films, comme justement The Fabelman le montre.
Et donc ouais, c'est un film que j'aurais kiffé faire. Et sinon, il y a un troisième film, c'est mon film préféré pour le coup, c'est Parasite. Pour le coup, c'est le scénario de Parasite de Bong Joon-ho qui est incroyable dans ses rebondissements et la manière dont à la fois c'est un film qui est un film social et qui en même temps est un film ultra grand public, presque une pièce de théâtre dans la manière dont tout se passe en huis clos avec des vrais enjeux de manipulation, on découvre des choses toutes les 5 minutes et on peut pas deviner ce que va être le film tout le long. Et je kifferais faire ce genre de film, des films où on peut pas deviner ce qui va se passer après. Puis en plus, le Séoul du film est tellement beau. Il y a un truc où la nature sert le propos du film, la construction des bâtiments, à côté les riches en haut, les pauvres en bas, et je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Aussi bien en termes de scénario que de mise en scène. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, je me rendais pas compte comment était fait un film. J'avais l'impression que le film il sortait tel quel, et du coup je me rendais pas compte qu'il y avait des gens derrière la caméra qui filmaient, des gens qui mettaient de la lumière, etc. Et donc du coup, je sais pas comment vous. Je pense qu'on se rend pas compte du nombre de personnes qu'il faut pour faire un film, quoi. Que ce soit sur le plateau avant ou après. Je sais pas, il faut combien de personnes pour faire un film, genre, je sais pas, plus de 50, quoi. Au moins, minimum, pour un petit film, quoi. J'étais fan d'Harry Potter étant petit, et en regardant les Harry Potter, je voulais savoir un peu comment était fait la magie derrière les films, les effets spéciaux. En plus, il y avait encore un côté pratique dans les films Harry Potter qui faisait que j'avais très envie de savoir comment ils faisaient voler une plume ou des choses comme ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder les making-of. Et pour le coup, il y en a beaucoup en plus. Il y a plein de matières. Effectivement, bah ouais, c'est vraiment un univers qui se prête à donner envie aux gens de comprendre comment c'est fait. Et donc, du coup, je me suis dit que ce serait intéressant si on pouvait faire venir des gens comme ça qui ont fait des films et qui pourront nous raconter un peu la manière dont sont faits leurs projets. Tu dévoiles un peu la magie avec le making-of. Voilà, c'est ça. En fait, on va casser la magie, des films. Et du coup, t'as cette envie de cinéma depuis que t'es petit, mais comment ça s'est traduit dans ton parcours ? Bah du coup, c'était un peu compliqué au début parce que évidemment quand on dit à nos parents qu'on veut faire du cinéma, c'est tout de suite compliqué. Ils flippaient du fait que je voulais faire du cinéma, donc il a fallu que je les rassure. Ils voulaient que je fasse un bac S. J'ai toujours été un peu dans la confrontation avec mes parents et donc ils voulaient que je fasse un bac S et au final j'ai décidé de faire un bac L pour pas aller là où ils voulaient que j'aille, et en même temps parce que je pense que j'étais plus dans l'art, la littérature, tout ça. Donc, et puis je crois que vous aussi, vous avez fait un bac L, donc globalement. Non, pas moi. D'accord. J'ai fait ES. Ok. J'ai fait ES. Mais et toi, t'étais aussi dans la confrontation vis-à-vis de ça avec tes parents ou pas du tout ? Pas du tout. Bah, moi, je savais pas que ça existait. Ma première claque, c'était pas le making-of d'un film. Moi, c'était l'existence du scénario. Ok. Genre, je savais pas qu'il fallait écrire un scénario pour faire des films. Du coup, je me disais, je sais pas comment ça sortait, mais que c'était directement au film qu'ils décidaient de l'histoire, du déroulé, Je savais pas qu'ils tournaient les trucs pas forcément dans l'ordre. Et tes parents ont rien dit Bah non, pas du tout. Mais franchement, mes parents, je pense qu'il y a l'opposé souvent, c'est soit vraiment les parents sont dans la confrontation, disent mais c'est n'importe quoi, ou l'autre côté, ils sont mais c'est trop cool, c'est super intéressant. Et moi, c'était plus dans l'autre sens où ma mère étant même de toute manière, mes enfants, ils font que des trucs bizarres, donc vas-y. Ma mère, elle flippait totalement de ce que son seul enfant allait devenir. Et encore à l'heure actuelle, elle me demande beaucoup pourquoi tu fais pas des films payés, etc. Parce que du coup, souvent, je suis sur des courts-métrages. Donc du coup, forcément, même quand je veux faire des courts-métrages à moi, en vrai, elle flippe parce qu'elle se dit, mais c'est de l'argent un peu foutu en l'air. Et enfin, j'ai décidé quand même de les rassurer en faisant une fac. J'hésitais entre différents parcours. À un moment, ils voulaient que je fasse prépa parce que du coup, les profs avaient dit qu'il fallait que je fasse prépa. J'ai décidé finalement d'aller vers la fac, sauf que je me suis rendu compte qu'à la fac, on n'avait pas vraiment de cours de pratique. Enfin, vous en parlerez aussi, parce que du coup, vous avez aussi fait une fac de ciné, mais... Pas moi. Ouais, enfin, du coup, vous avez fait une fac, en tout cas, à un moment ou à un autre. J'ai fait un master, vite fait. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de pratique, et ça me semblait un peu essentiel d'apprendre le cinéma à côté, comment on faisait des films, comment on tenait une caméra, comment on éclairait, etc. Puis surtout quand t'as pas de connaissances déjà dans le milieu des gens qui sont dedans, tu te dis mais la pratique c'est impossible que je la fasse toute seule, quoi. C'est ça. Tout seul, pardon. Puis la fac de cinéma, c'est plus genre au-delà de théorie qu'on apprend. Est-ce que vous apprenez vraiment à faire un film en fac de cinéma ou c'est plutôt de l'histoire, de la théorie ? C'est beaucoup de la théorie, de la philosophie du cinéma, des choses comme ça. Et pourtant, j'étais dans une fac qui était très cinéma, mais en fait, elle est toujours à la croisée entre l'histoire de l'art et le cinéma. Donc, il y avait un truc où c'était très philosophie de l'art, histoire de l'art, et quelques cours de pratique, mais on n'avait pas de matériel ou très peu. C'est loin de la création d'un film, que ce soit en pré-prod, prod ou post-prod. C'est peut-être plus le cas des grandes écoles de cinéma comme la Fémis ou Lumière, avec lesquelles on est beaucoup en contact, et aussi des écoles privées finalement, parce que pareil, on connaît des gens d'écoles privées, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus accès à du matériel, et ça fait vraiment des tournages, quoi, des équipes de tournage.
Donc du coup, il y avait vraiment un truc. J'ai fait mes premiers courts-métrages à la fac. J'avais aucune connaissance. Je tenais la caméra. Il y avait un micro. Il y avait une personne qui tenait la perche, mais qui savait même pas ce qu'elle devait gérer. Donc finalement, c'était un peu. C'était des courts-métrages où on n'avait pas vraiment de regard de metteur en scène et il n'y avait pas de découpage par poste. Et donc du coup, c'était très. Ça marchait pas trop, quoi, les courts-métrages de l'époque. Mais donc du coup, au moment du Covid, parce que c'est au moment du Covid où en étant enfermé pendant plusieurs mois à réfléchir à des scénarios, je me suis dit, en sortant du Covid, du confinement, il va vraiment falloir que je passe sur des tournages et que du coup j'enchaîne avec des courts-métrages. Et donc j'ai acheté du matériel son et j'ai commencé à faire des tournages en tant qu'ingé son. Et c'est comme ça que du coup j'ai pu m'introduire un peu sur des courts-métrages et du coup avoir mes premières expériences. Et effectivement, je me suis créé un premier réseau à ce moment-là. Du coup, cette année, c'est vraiment une année de transition. Je la vois vraiment comme une année où je vais plutôt préparer un film, un court-métrage sur lequel je suis en train d'écrire, qui est un court-métrage qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et qui s'appelle ? Et qui n'a pas encore de titre. Qui n'a pas de titre, sans titre. Ouais, on le connaît du coup, tous. actuellement, je suis plutôt sur l'histoire en elle-même, mais... Et tu peux nous dire un peu de quoi ça parle ou pas du tout ? Ouais, si, je peux en dévoiler un petit peu plus. Du coup, c'est sur les déserteurs pendant la Première Guerre mondiale. En fait, pour moi, c'est hyper intéressant ce truc on force des gens à aller se battre et donc à se sacrifier, parce qu'on sait que pendant la Première Guerre mondiale, la plupart des gens qui étaient envoyés. C'était de la chair à canon. C'était de la chair à canon et pas du tout considéré. Et du coup, j'essaye de me mettre dans la tête des gens qui, en fait, n'avaient pas du tout prévu ni envie d'y aller et comment cette expérience est hyper angoissante pour eux. Du coup, je vais essayer de traduire ça dans la mise en scène pour que les spectateurs ressentent vraiment le côté climat horreur et en même temps, donc du coup, il y a un peu un côté horrifique. Du coup, t'écris tout seul ou t'as un script docteur, quelque chose ? Un script docteur, de manière très simple, c'est la personne qui est souvent demandée d'ailleurs par une prod, envoyée par une prod, mais c'est la personne qui va relire le scénario, un peu corriger de manière grossière. T'as un professeur et un peu apporter comme un sa docteur propre... qui soigne un scénario malade. Waouh, madame. C'est la personne qui va effectivement le corriger. Tout à fait, c'est ça. Qui va le corriger, qui va rapporter des petites idées. Qui va pointer les faiblesses du scénario aussi, mais narrative plus que orthographique et tout. Pour ce court-métrage-là, pour l'instant, j'écris tout seul, mais après, je le ferai relire et je sais qu'il y a des potentiels script doctors qui pourront le relire. Pour l'instant, je suis dans la phase où, en même temps, je visualise un peu les scènes que j'écris et donc, du coup, j'imagine que je vais essayer de travailler avec des maquettes, des choses comme ça pour créer du tangible. Parce que j'aime pas les courts-métrages où tout est numérique et effets spéciaux et j'ai envie de créer du palpable, un peu comme dans les films qu'on regardait quand on était petit. Je cite les Harry Potter, mais les premiers Harry Potter, il y avait vraiment ce côté tout était réel sur un plateau de tournage. Est-ce que pour vous, parce que du coup, c'est une question intéressante, mais est-ce que ça vous paraît compliqué d'avoir quelqu'un qui vient sur vos scénarios Je trouve que c'est essentiel parce que quand t'écris un scénario, t'es vachement dedans, t'es dans ton histoire et tu peux avoir du mal à trouver tes faiblesses ou à les voir, juste à les voir parce que tu passes des heures à écrire. Et t'es complètement dedans et voilà, et avoir un regard extérieur et aussi de quelqu'un dont c'est le métier, c'est hyper important. Ça te montre différents points de vue, des nouvelles choses auxquelles t'aurais pas pensé. Je trouve que c'est trop important de faire relire ces scénarios, quoi, parce que c'est avec des retours positifs comme négatifs que tu peux avancer et évoluer et en faisant des erreurs globalement. Puis il faut que quelqu'un soit là pour te montrer tes erreurs. Ouais. Je discutais avec une scénariste de court-métrage. Et en fait, elle m'expliquait que dans la plupart des écoles, quand t'es en scénario, t'as forcément une sorte de comité, on va dire une petite assemblée de scénaristes, 4 ou 5 personnes, mais où tout le monde s'entraide, se relie entre eux. Parce qu'en fait, la relecture, c'est essentiel dans un scénario où, comme l'a très bien dit Louane, tout seul, tu tournes en rond rapidement. Ou soit tu te dis, c'est incroyable ce que j'écris, soit tu te dis, c'est n'importe quoi, faut tout que j'enlève, alors qu'en fait, il y a énormément de bonnes idées. Il y a du bon et du moins bon. Mais ça se fait beaucoup, ces comités-là, ça se fait aussi à la Fémis, des comités, mais sur tout et n'importe quoi, le découpage, le scénario. C'est important d'avoir des points de vue extérieurs. Ce qui est cool dans une école de cinéma, finalement, c'est que tu peux avoir ce côté, justement, en groupe qui va s'entraider, qui va faire des retours. Et on n'a pas forcément ça quand on fait les choses par nous-mêmes, parce que du coup, après, c'est bien de s'entourer du coup des gens qu'on rencontre sur des plateaux de tournage. Se créer son propre comité. C'est ça. Et après, du coup, d'envoyer ça à des amis. De toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance après de leur envoyer le scénar, parce que aussi, s'il y a des choses qui sont à changer, ça peut nous permettre d'améliorer le scénario. Et dans le cas inverse, ça peut aussi renforcer l'idée qu'on a envie de faire le film. Je sais que j'avais écrit un court-métrage l'année dernière pour mon master et j'ai eu des retours d'une de mes profs qui est productrice, qui d'ailleurs est la productrice du film Mars Express qui est actuellement au cinéma. Et elle m'avait fait des retours qui étaient vachement intéressants sur ce qu'il y avait à améliorer, mais
aussi le fait qu'elle avait envie de voir le court-métrage. Et du coup, ça m'avait poussé, ça m'avait donné envie de le faire. Je suis un peu revenu en arrière parce que du coup, je l'ai un peu mis en pause pour l'instant, mais je pense que je reviendrai dessus à un moment ou à un autre. Mais du coup, elle trouvait qu'il y avait un univers assez personnel qui était cool, qui était intéressant du coup. Oui, c'est au-delà de l'aspect critique un peu négatif ou pour te faire changer ton scénario, il y a aussi des critiques positives qui te poussent à avancer. C'est ça, parce que du coup, sont après, importants. On a besoin aussi de ce boost de motivation, parce que je pense que vous comme nous, il y a un truc où on a forcément des moments de doute, on passe 24 heures sur 24 avec nous-mêmes et on veut faire du cinéma quasiment toute l'année. Et donc, du coup, il y a des moments où on a un peu des moments de doute, que ce soit si on est technicien parce qu'on ne sait pas si on pourra payer notre loyer, notamment au début où on n'est pas forcément, on n'a pas le statut d'intermittence, ou après, pareil, en tant que réalisateur, en tant qu'acteur, c'est hyper important d'être validé de temps en temps parce que sinon. Pour la confiance en soi. Ouais, c'est ça, sinon il faut arriver à se remettre dans le boost tout seul, mais. Il y a une technique qui marche bien, j'ai l'impression, c'est de mater des films qu'on aime bien et du coup de se dire j'ai trop envie de faire ça et ça nous rebooste en général. Enfin, je sais que ça marche avec moi, je sais pas pour vous, mais. Et toi, comment t'as commencé à entrer dans le milieu du cinéma? Enfin, tu savais que t'avais envie de faire ça depuis que t'es petite ou c'est quelque chose qui arrivait plus tard? Bah, pas du tout. Moi, je sais que je voulais. Enfin, de base, je viens plutôt de l'écriture, du coup. Donc, je savais que je voulais écrire des choses. Des livres? Des livres, par exemple, des trucs. Plutôt des livres à la base que des films, du coup. Bah, alors, juste écrire, quoi. En fait, c'est ça. En fait, je voulais juste écrire et j'écrivais des histoires, mais du coup, mes histoires, elles ressemblaient pas à des livres. Et ben, ça ressemblait plutôt à juste des suites de dialogues avec un peu de didascalie. Un peu comme un scénario, au final. Effectivement. Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, peut-être. Et j'ai commencé à plutôt me diriger vers le scénario. Donc, j'ai fait pas mal de petits films d'horreur quand j'étais au lycée, avec des copines qui étaient désespérées. Je les filmais mal, j'ai joué dans certains de mes trucs aussi. En même temps, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En vrai, quand on connaît pas la manière dont fonctionne un plateau de tournage, finalement, on fait avec ce qu'on a et on essaie de créer nos scènes en mettant la caméra. Puis je savais pas qu'aussi il y avait ce truc dont on parlait aussi tout à l'heure, que c'était dans le désordre, souvent dans le désordre, qu'on filmait rarement chronologiquement. Et du coup, moi, j'essayais de tout filmer chronologiquement et ça donnait des trucs où toutes les 5 minutes, ils devaient changer de tenue. Enfin, je me disais, mais il y a forcément une meilleure manière de faire. Et t'as failli révolutionner le cinéma. Exactement, et faire de l'assistanat réel. Mais attends, s'il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Et du coup, mais j'avais aucune idée, je connaissais pas. Et du coup, c'est en regardant du coup des making-of où je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça qu'on fait un film. C'est super intéressant. Mais moi, c'était Le Seigneur des Anneaux, du coup, que j'avais regardé. Le making-of, c'est peut-être le plus emblématique des making-of, le making-of du Seigneur des incroyable, Anneaux. Genre, c'est un autre film à part. C'est un film, en fait. Mais 9 heures de making-of, je crois. Ça. Oui. Ouais. Oui, je les ai tous vus. Tu peux regarder le making-of et le film. Tout à fait. En parallèle, enfin les versions longues. Mais du coup, c'était super intéressant et je savais pas du coup qu'il y avait des études particulières pour faire du cinéma. Donc je me suis dit, le cinéma, qu'est-ce que c'est? C'est des histoires. Les histoires, qu'est-ce que c'est de la mythologie. Donc, t'inquiète. C'est vrai que la mythologie, c'est des histoires, donc finalement. Je me disais, la mythologie, c'est la source de tout, au final. Bon, vraiment, j'ai fait ça parce que ça avait l'air sympa. Du coup, j'ai fait ça. Et en fait, j'ai rencontré une personne merveilleuse qui m'a dit, mais attends, il y a des trucs qui existent pour faire du cinéma. C'était Louane, du coup. En master, j'avais écrit une mini-série que je voulais faire. Donc, j'avais fait passer des castings et tout. Et en fait, la fac m'avait proposé de me prêter des caméras. J'y suis allée et c'était un truc... Bon, disons qu'il fallait des cassettes. Je me suis dit, je vais peut-être plutôt tourner avec mon portable, quoi. Et... Mais oui, la fac, ça aide pas forcément tout. Même si, du coup, on était quand même dans un master production, scénario, édition. D'accord. C'était métier de l'édition et de l'audiovisuel. Et c'était full écriture. Ouais. Et du coup, la mythologie, ça a toujours été un truc qui t'intéressait. Ouais. Bah, la mythologie, ça fait partie de ma base culturelle, où ma sœur, elle a fait du latin. Malheureusement, nous aussi. Et du grec. J'en fais encore aujourd'hui. J'ai fait du latin aussi au lycée et au collège. C'était trop bien quand c'était l'histoire de Rome, mais c'était pas bien quand c'était l'histoire de devoir, voilà. C'est ça. Les 3e déclinaisons, tout ça. Vous savez. les latinistes. mais du coup, c'est ma sœur, quand elle m'accompagnait à l'école, elle me racontait des histoires de mythologie. Et du coup, je dois les connaître. Enfin, peut-être plus maintenant, mais je les connaissais toutes par cœur à l'époque. Et quand j'étais petite, je mettais en scène des pièces de théâtre dans ma... Trop bien. Dans la cour de récréation, rien de fou, mais du coup, je rassemblais des comédiens. Et ils faisaient des trucs de mythologie. Trop bien. C'était assez incroyable. C'était des premiers films, mais sans caméra, finalement. Exactement. Des pièces de théâtre. C'est ça, exactement. Mais du coup. Non, mais oui, c'est ça. Les premières je faisais répètes. des spectacles enfants, je pense qu'il y a un truc où finalement c'est les premiers trucs qu'on peut faire, c'est de mettre en scène des gens juste devant nous. Ouais, parce qu'on sait pas comment on fait, on sait même pas vraiment que ça existe, juste on a cette envie d'essayer des trucs et de
comme jouer à la poupée, tu mets ton comédien là, ton comédien là, tu dis let's go. C'est juste qu'ils font tout seuls, quoi. Anyway, t'as fait un master et t'as refait une licence Et après. j'ai refait une licence tout à fait d'art du spectacle, option cinéma du coup. Et en fait, je voulais aller là-dedans parce qu'en fait, c'était aussi une licence où il y avait beaucoup de comédiens. Et en fait, moi, je connaissais énormément, je connais des techniciens, pas mal de techniciens. Du coup, pour faire des films, j'avais pas vraiment besoin de connaître plus de techniciens, mais plus de connaître des comédiens parce que j'aime pas trop les castings. Et j'aime pas le principe du casting et je préfère faire mes films en fonction des comédiens que j'ai déjà parce que je sais de quoi ils sont capables et c'est pas forcément la bonne méthode, mais c'est ce que j'aime bien faire. Et je suis pas douée pour les castings. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait un stage où j'assistais des directeurs de casting et depuis, j'ai très envie justement d'aller chercher des comédiens pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont montré dans des films plutôt que de faire appel à un directeur de casting. Aussi parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup les producteurs finalement qui imposaient, notamment pour les gros rôles, des têtes d'affiche connues et du coup, c'était pas forcément des choix les plus judicieux. Enfin, aux États-Unis, ça marche mieux, mais en France, j'ai l'impression qu'on choisit pas forcément les bons comédiens. On voit tout le temps les mêmes, et finalement, on connaît le comédien au lieu de connaître un personnage. Et il y a un truc où ça marche pas forcément, notamment dans les films français. Et du coup, je comprends totalement cette envie d'aller chercher ces comédiens et de pas faire appel à des directeurs de casting. C'est ça, et de vraiment juste toi, pas forcément ton entourage, mais vraiment des gens que t'aimes bien, que t'as vu, que regarder un peu. On fera quand même venir des directeurs de casting pour qu'ils nous racontent un peu la manière dont ils travaillent, justement, pour nous donner envie de travailler avec eux. Et toi, Lou, du coup, t'es réalisatrice. J'ai fait quelques courts-métrages, quoi. Du coup, pour les castings, par exemple, comment ça se passait pour tes films ? Est-ce que c'est toi qui... J'aime les castings, pour le coup. Peut-être pas des castings comme on le fait dans le milieu professionnel, puisque je n'ai jamais assisté à des castings pro, entre guillemets, donc je sais pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est moi qui faisais les castings. Et moi, voir les comédiens, les rencontrer, leur parler et ensuite les faire jouer un petit peu de plusieurs façons différentes, etc. Moi, ça me plaisait, en tout cas, d'être directement au contact d'une personne et de voir ce qu'elle pouvait offrir à un rôle que j'ai écrit ou pas. Parce que j'estime aussi que le comédien rajoute quelque chose à ton écriture, à ton personnage, vraiment une personnalité. Et il faut trouver la bonne pour le bon personnage, quoi. Du coup, j'aime bien faire des castings. Et tu leur fais jouer des scènes du film ou en général, tu leur demandes de faire de l'impro? Non, je leur donne des scènes du film. Je leur donne pas trop de contexte, pas trop d'infos parce que j'ai envie de voir comment eux, ils sentent la scène, enfin, comment ils joueraient d'emblée le personnage. Après, souvent, c'est pas du tout ce que je voulais, mais du coup, je leur en tiens pas rigueur parce que c'est moi qui n'ai donné aucune information. Et après, je le dirige. Et on fait plusieurs fois la scène, des directions différentes, souvent avec beaucoup de temps entre-temps, où on a beaucoup parlé sur le personnage, sur l'histoire, etc. Et je lui laisse le temps de se repréparer, et après on refait une scène. Donc souvent mes castings durent très longtemps. Mais tu trouves ça important de laisser vraiment le temps à ton potentiel comédien, du coup? C'est ça, parce que je trouve que c'est important qu'il m'offre quelque chose sans rien connaître du rôle, et qu'après il ait la chance de m'offrir autre chose en sachant tout ce que j'attends, et en étant un petit peu préparé quand même. Oui, puis aussi, ça te permet peut-être de voir comment est-ce que ça match entre vous quand tu lui donnes une direction d'acteur. Oui. Si ça fonctionne, si tu te dis, mais en fait, attends, il comprend pas du tout ma manière de faire. Oui, puis il y a une discussion avant de le faire jouer. Je prends le temps de parler à la personne, son parcours, qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle aime... Enfin, ses passions, un peu sa personnalité. Et après, je le fais jouer. Et pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est l'avant. Et puis après, évidemment, il faut que ça joue. Mais... C'est aussi pour savoir ce qu'il dégage et du coup, s'il va coller, même s'il colle pas forcément à ton personnage. Et t'as fait des films, du coup ? J'ai fait un film, sinon des tout petits trucs, mais qui ne sont pas sortables. Et j'ai fait un film où je voulais, du coup, une histoire à petite échelle, à petit budget aussi. Ouais. Et il y a une raison pour laquelle tu fais ça, du coup, c'est parce que finalement, ça vient de l'écriture, non ? Il y a un truc où tu sais que tu... Oui, en fait, on avait des cours de scénario et en fait, on nous apprenait aussi que les scénaristes, en général, ils ont une limite budgétaire. C'est normal, ils vont pas sortir un hélicoptère dans un truc de... Voilà, s'il n'y a pas de l'argent derrière. Mais ne faites pas des courts-métrages de guerre. Ouais. Voilà, un très bon exemple. S'il n'y a pas la thune, on fait pas... voilà. Ou tout le monde en chemise blanche, quoi. Mais je me souviens un cours qu'on avait ensemble, du coup, avec un super prof, en tout cas, qui disait que chaque chose qu'on écrit dans un scénario est important et coûte de l'argent. Par exemple, si dans une scène, tu écris juste « il pleut », et les conséquences sont énormes pour une production. C'est sûr. Et en fait, on n'y pense pas...
tout le temps, quoi. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant comme cours. Mais du Oui, coup, t'as pris carrément. ça en compte pour faire ton C'est film. ça, tout à Mm. fait. Et du coup, c'était un petit film de science-fiction très simple, très basique, dans une Science-fiction. forêt, quoi. Non, mais Tu peux faire de la science-fiction sans que ce soit Star Wars. exactement. C'est sûr. Et tout à fait sans avoir besoin de fond vert ou truc comme ça. Mais oui, du coup, c'était un petit film. C'était plus pour voir si j'aimais ça. En fait, le truc que je me suis rendu compte, c'est que la réalisation, il n'y a pas que la pré-prod et Ouais. la production. Il Il y y a a tout. tout le reste. Et c'est souvent l'endroit où beaucoup de personnes lâchent parce que du coup, en discutant avec des prods, etc., ils me disent qu'en fait, il y a beaucoup de réals ou de porteurs de projets qui commencent leur projet en disant OK, on fait ça, let's go, c'est parti, production comme ça. Et en fait, tout ce qui est post-production, c'est totalement zappé où la plupart des gens commencent sans monteur-monteuse, sans où il y a personne en Même fait. sur des longs métrages de cinéma professionnels, quoi, pas que sur des courts métrages. Non, ça D'accord. par contre. Ouais, non, Non, parce ce que pour le coup, serait il y a, quand il y a même une, il y a une inquiétant, grosse. Enfin, sur les longs métrages, en tout cas ouais, les professionnels. prods en T'es général encadré, amènent. oui. C'est ça, t'es encadré parce qu'il y a certains longs métrages à très petite échelle, dont un où je suis dessus, qui n'ont pas réfléchi à ce qu'il y a La derrière suite. parce qu'il y a c'est ça, la suite, parce qu'il y a personne qui les encadre. Parce que l'encadrement, c'est pour ça qu'il y a autant de métiers aussi dans le cinéma, parce que l'encadrement, c'est ce qui te permet de tout faire. On fait de l'art, mais de l'art très encadré, car c'est une industrie et c'est compliqué. C'est pas juste. Enfin, c'est compliqué de peindre, mais c'est pas on sort une peinture et on Ouais, se tout met est dessus, question quoi. d'argent, forcément, pour pouvoir mettre en place des C'est gens ça. qui vont travailler sur un film, que ce soit effectivement sur le tournage ou après, Mm. c'est sûr. Mais c'est intéressant, effectivement, d'avoir cette vision des contraintes et de la manière dont tu fais pas Mais ton c'est- film aléatoirement Mais ou en te c'est disant. super intéressant. C'est aussi la base de la création aussi, d'avoir des contraintes. Ouais, Il y en a c'est qui sûr. aiment pas ça, mais je trouve que, enfin, Louane, toi qui es réalisatrice, je pense que tu sais que les contraintes, c'est super créativement parlant. En tout cas, c'est super stimulant, quoi. Il faut trouver des solutions. C'est ça. Puis en plus, t'es aussi assistante réal, première principalement. Et les contraintes, c'est ce qui te permet justement de faire ton plan de travail et de réussir à mixer. Ah, lui, il me dit ça, elle me dit ça. Ok, bon, on va essayer de faire le puzzle au maximum et d'avoir le truc Mm. le plus organique possible, quoi. Ouais. Et t'as aimé ça? C'était alors la pré-prod et la production, c'était incroyable. Enfin, c'était vraiment bien. J'ai vraiment adoré. La post-prod. La post-prod un peu moins. Non, la post-prod c'est plus compliqué parce qu'on se rend pas compte qu'il suffit juste d'un monteur ou une monteuse et c'est bon, quoi. Mm. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis en plus, souvent il y a je me souviens plus trop du nom. Je crois que c'est un coordinateur de post-production, quelqu'un qui est là pour ça. Mm. Et c'est excessivement utile, même sur des petits cours. C'est D'avoir quelqu'un qui est là pour parler minimum à ces trois personnes, le son, le montage, les talos, quoi. Et enfin, la musique aussi, en vrai. Donc, c'est une personne qui est là pour aider. En général, c'est sur les petits films, c'est le ou la réalisatrice qui fait ça. Mais c'est très lourd, quoi, comme travail et comme. Enfin, ça veut dire que vraiment, tu arrêtes ta vie un peu, quoi. Et en même temps, ça me semble, quand t'es un réalisateur vraiment investi, que c'est le film que t'as envie de faire et tout, ça me semble logique d'aller après superviser la post-prod et de dire là, je le vois comme ça. Après, ça nécessite d'avoir des connaissances parce que tu peux pas arriver à dire au monteur. Superviser, tu fais oui, totalement mais autre chose. le réalisateur, il faut forcément une technicité. Mais Ouais, il y a c'est ça. quand même un côté où ça reste une personne artiste. Et du coup, forcément. Je dis pas que tous les artistes sont comme ça parce qu'il faut quand même être très carré quand on est réalisateur ou réalisatrice. Mais je trouve que superviser tout ça, c'est très lourd. Ouais. Et il faut forcément. Enfin, pour moi, il faudrait quelqu'un qui aide. Ouais, Même non, sur c'est des sûr que- petits cours. C'est sûr. Même si on est investi, même s'il y a toujours des moments où. Puis même être tout seul tout le temps, c'est compliqué. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, c'était pas en mode faire le montage soi-même, c'était plutôt en mode le réalisateur qui vient voir le monteur, qui vient voir Après, il y a le beaucoup de mixeur, réals etc. qui font. Moi, là-bas, j'avais commencé le montage toute seule. Du coup, c'était vraiment, je voulais tout faire, quoi. Bah, pas la musique, mais. Mauvais bail. Oui, bah oui, non, voilà, parce que je me suis. C'est un vrai métier, monteur aussi, hein. C'est super dur. C'est ça. Et souvent, ça crée des problèmes. J'ai des amis qui sont en train de monter leur court-métrage et qui, en fait, du coup, voient plus les problèmes parce que, du coup, ils ont tellement travaillé la matière que, du coup, ils arrivent plus à savoir ce qui va pas. Puis, en fait, du coup, le maintenant, ils demandent montage, c'est des la aides. troisième écriture du film, en fait. Donc, s'il y a ce métier-là et qu'il y a des gens qui font que Clairement. ça, c'est pour une raison, Et puis, quoi. ils ont vraiment des techniques sur le rythme, sur des choses C'est ça. c'est pas forcément, quoi. Et du coup, tu t'es prête à refaire un film ou c'est une expérience une fois et plus Non, jamais? je pense que oui, mais je le ferai pas en tant que personne qui fait que des films, donc je serai pas que réalisatrice dans ma vie.
Mais c'est Mais t'as quand même envie de refaire des films. Oui, du coup, comme je le disais, je suis scénariste, du coup, j'ai plein de films. Parce que finalement, En t'as plein attente, d'histoires, c'est ça. t'as plein d'histoires que tu veux raconter. Donc, Tout à fait. J'ai plein d'histoires à tu dois avoir raconter. envie. Mais quand est-ce que même. ça t'intéresserait de... T'as des scénarios, mais je sais qu'en France, ce truc de l'artiste-auteur, voilà, c'est hyper important, mais ça se fait quand même beaucoup, en tout cas à l'étranger. De donner, vendre. De vendre ou donner Ouais. ton scénario. Ouais, Est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec un réalisateur qui réalise une de tes histoires à toi? Bah alors complètement, ça m'intéresserait. Pour l'instant, j'ai pas rencontré de personnes qui veulent réaliser mes films, mais j'aimerais. Faut On nous en les- avait Ok. déjà parlé. C'est vrai. Faut nous les faire lire. Tout à fait. Mais oui, il y a des. J'aimerais bien surtout que en termes de financement, on peut se mettre à plusieurs et souvent c'est souvent le duo scénariste et réalisateur qui font la démarche avec la Producteur. prod. Mais pour puis ça par exemple fait- le CNC ou des trucs comme On ça. a forcément les reins plus solides à plusieurs parce que au moins quand il y en a un qui a plus confiance en je vais faire ce projet, au moins t'as l'autre derrière pour le rebooster en mode si vas-y fais-le, Oui, c'est non, trop mais bien. carrément. Parler de scénario, toi, du coup, t'as fait aussi un master parce qu'on était ensemble. Est-ce que tu veux parler un peu d'où tu viens? J'ai toujours eu ce truc du cinéma en moi, mais je l'exprimais pas du tout. Quand j'aime beaucoup quelque chose, je le garde pour moi et je refuse de le partager. Là où, au contraire, des fois, on aurait envie de partager ses passions, moi, je les gardais pour moi parce que j'avais pas envie de les partager. C'était mon truc à moi et ça regardait personne, entre guillemets. Donc, j'avais toujours eu envie de faire des films, mais j'ai jamais dit à personne et j'écrivais mes trucs et j'en parlais à personne. Et c'est très compliqué de faire un film tout seul. C'est même impossible. Et du coup, j'ai gardé ce truc pour moi. Et au lycée, en seconde, je me suis inscrite à l'option cinéma. J'y suis allée une fois et je me suis désinscrite parce que je connaissais personne. Et une semaine plus tard, mon meilleur ami s'est inscrit. Du coup, j'avais bien le seum. Mais voilà, donc même ça, je l'ai fait une fois. Et en fait, je suis partie, quoi. Donc, j'ai vraiment rien fait. Et à la fin du lycée, je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai envie de faire du cinéma, mais est-ce que c'est vraiment un métier? Donc là, on en revient aux parents où moi, je pensais que ma mère n'accepterait pas que je fasse du cinéma. Du coup, j'en ai pas parlé et je me suis inscrite en langue étrangère appliquée, anglais-danois. Pourquoi? Je sais pas, j'ai vu danois, je me suis dit, ok, stylé. Je me suis inscrite, j'ai détesté, j'ai fait mon année, j'ai pas aimé. C'est tellement rien à voir avec le cinéma. Pour Voilà, le coup. je me suis juste dit, ok, j'ai envie d'apprendre le danois, donc je vais faire une licence de danois. Non. Non, pas Tu du sais tout. encore dire des trucs en danois? Je vais pas tenter. Non, je comprends. Je respecte. Je vais pas tenter. Donc, le film en danois, il sera pas tout de suite. Ah quoi. non, pas du tout. Et du coup, à la fin de cette année, je me suis dit, ok, c'est horrible. Je veux rien faire d'autre que du cinéma. Donc, je le dis à ma mère en larmes, comme une drama queen. Je vais rien faire d'autre. Et nanani. Et ma mère, elle me regarde avec des grands yeux. Elle me dit, mais tu fais ce que tu veux, Louane. Et je me suis dit, ah Trop waouh. les meilleurs Du coup, parents, j'ai ça. perdu, entre guillemets, un an. Mais elle m'a dit, mais non, mais tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai envie que tu sois contente quand tu te lèves le matin et que tu... Voilà, et je te soutiens et ça va être dur, mais fais-le, quoi. Donc, tu fais ce que tu veux. Ok, donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ok... est-ce que maintenant je me redirige vers une licence de cinéma? Et pas du tout. Je me suis dit non, je vais m'ennuyer. Ça va pas m'intéresser. Je sais ce que c'est qu'une licence de cinéma et c'est pas ce que j'aime, donc je veux pas faire ça. Ensuite, je me suis dit ok, une école, la FEMIS, 3% d'admission. Non, je tente même pas. J'avais pas la confiance en moi pour, donc non. J'aurais dû tenter, hein, mais non, pas du tout. Et après, je me suis dit ok, les écoles privées. Bah non plus parce que 8 000 € j'avais l'année. pas envie de commencer ma vie en Ça, étant endettée. Donc C'est ça, faire un prêt. je me suis dit ok, j'ai pas beaucoup de solutions, il va falloir que j'apprenne à faire des films toute seule, autant qu'on puisse faire un film toute seule, c'est-à-dire avec des gens qui veulent aussi faire du cinéma, donc en faisant des films. Mais j'adore les études et du coup je voulais quand même faire une licence. Et le deuxième amour de ma vie, c'est la mythologie grecque, l'antiquité gréco-romaine. Et du coup, je suis tombée sur cette licence à la Sorbonne de culture antique et monde contemporain, qui est fantastique, faite là, mais il faut bien s'accrocher parce qu'elle est hyper dense. Mais voilà, et je me suis dit, ok, bah, je peux apprendre le cinéma de mon côté et faire la licence qui me plaît d'un autre et qui va en plus nourrir mes scénarios, vu que mon univers, c'est le fantastique, la science-fiction, etc. La mythologie grecque, on est en plein dedans. Donc, bah, j'ai fait une licence de culture antique où j'ai rencontré Agathe. Par ailleurs, voilà. Et c'était les plus belles années de ma vie. Enfin, franchement, j'ai adoré mes études, c'était incroyable, je me suis éclatée. Parce qu'il y avait Complètement. entièrement grâce à Uniquement, Agathe. vraiment, le reste. Voilà. Pas du tout grâce au grec ancien, en tout cas, parce que j'avais 3 de moyenne. Ah, non. Mais c'était incroyable. Et du coup, pendant cette licence-là, j'ai fait mon premier film. Alors, du coup, mon premier court-métrage, je ne l'ai pas écrit. Comment dire?
à côté de ma scolarité, je me suis fait des amis grâce à Harry Potter. Donc j'allais à des conventions, j'étais beaucoup présente sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, j'ai rencontré des gens et ces personnes-là ont écrit un court-métrage qui s'appelle Le Fantôme de Serdaigle et c'était le premier court-métrage d'une série de 4 sur les fondateurs de Poudlard, donc Harry Potter au Moyen-Âge. Donc moi, évidemment, ça me chauffe. Sauf que ils n'étaient pas réalisateurs et que moi, je voulais l'être. Et du coup, ils m'ont dit est-ce que tu veux réaliser ce film qu'on a écrit ? Et c'est comme ça qu'on a commencé le cinéma tous ensemble en faisant énormément d'erreurs sur ce film-là. C'est un premier film, donc, et un premier film pas encadré. Donc j'ai tout appris en faisant en tout cas les bases, en faisant Le Fantôme de Serdaigle. Je me suis vraiment beaucoup amusée, c'était compliqué, on connaissait pas vraiment nos postes, enfin... on a fait un film comme des personnes qui n'ont jamais fait d'études là-dedans et juste en regardant des making-of, en lisant des livres et... C'est Voilà. trop bien Et en en vrai pour croisant les apprendre. Et en croisant les doigts très fort. Il y a eu énormément de galères. Moi, j'étais Ouais, parce que régisseuse du coup, générale tu t'es dessus. retrouvé dessus, Ouais. ouais, effectivement. Exactement, sur le 1. Non, j'étais pas Non, régisseuse. t'étais sur le J'étais. 2. C'était déjà mieux. Hein. C'est Le 1, vrai. c'était quand même quelque chose. C'était vraiment, on avait 3000 € et un rêve. et en fait, voilà, commencer à faire des films dans l'univers d'Harry Potter, c'est aussi avantageux parce qu'il y a une grosse fanbase et qui nous ont donné les moyens, en fait, C'est parce ça. que eux avaient envie de voir ce film. Nous, on avait envie de faire ce film. Et du coup, les financements sont assez simples, entre guillemets. Les fans soutiennent beaucoup ce genre de projet. Et en fait, sans cette communauté-là, nous, on n'avait pas 3000 €, quoi. Et moi, ça m'a juste confirmé que c'est ce que je voulais faire. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris. Parce que je savais rien faire, en fait, quand j'ai fait ce film-là. Et du coup, en parallèle, j'étais à la fac, un master professionnel, métier de l'édition et de l'audiovisuel. Donc, j'ai fait ça, puisque je suis passionnée de littérature aussi. Donc, c'est les deux en même temps. C'était génial, mais j'avais quand même une spécialisation en scénario. Après 3 ans à étudier Jules César, je voulais faire un mémoire sur Jules César encore une fois. Donc mon sujet, c'était les différences entre la représentation audiovisuelle moderne de Jules César et la réalité antique dans les livres. Parce que moi, c'était hyper simple pour moi de faire ça, parce que je connaissais déjà tout. Sauf qu'en fait, il y a eu un espèce de petit engouement autour de ce sujet de mémoire où il y avait des gens de la fac qui étaient en mode « j'ai très hâte de lire ton mémoire ». Et moi, ça m'a mis une pression incroyable, parce que j'avais choisi ce sujet-là justement parce que je voulais pas bosser mon mémoire. Du coup, j'étais un peu stressée. Et puis j'ai aussi décroché un gros stage. Et en fait, c'était soit je faisais mes films, ce stage correctement et je délaissais mon mémoire, soit je faisais mon mémoire correctement et je délaissais le reste, soit je faisais tout de façon médiocre. Donc j'ai délaissé mon mémoire avec le soutien de ma directrice de mémoire qui m'a dit « Louane, tu rentres pas dans une boîte de prod en disant « j'ai un master, financez-moi », ça n'existe pas. » Donc elle m'a dit « tu arrêtes ton mémoire, tu fais ton stage à fond et tu fais tes films à fond et voilà, et tu valides pas ton M1, mais c'est pas grave, c'est pas avec un master que tu fais des films, quoi. » C'est clair. Voilà, du coup, j'ai décroché un stage sur le film La Croisade de Lou Garrel. J'étais en régie et je faisais quelques trucs de production. Et j'ai beaucoup appris là-dessus, notamment le rôle de la régie sur un film qui est hyper conséquent. Il n'y a pas de film sans régisseur et ça, personne ne le sait, dans le grand public en tout cas. Et voilà, et après j'ai fait d'autres courts-métrages et j'ai créé mon réseau comme ça en faisant des films avec des gens et maintenant je travaille en photographe plateau beaucoup aussi et en assistante mise en scène et c'est trop cool quoi parce que dans le cinéma on se fait pas tout seul parce que de toute façon un film se fait jamais tout seul, mais du coup avec ce groupe d'amis là on a tous grandi et t'en faisais partie d'ailleurs Agathe et après Léo. Mais on a tous grandi ensemble et on a évolué, on a appris à faire des films et on se retrouve sur des projets plus conséquents. On continue à apprendre, on est quand même jeunes, 25 ans, surtout dans le milieu du cinéma, c'est rien du tout. Je suis 23. Ouais, t'es plus jeune. 25 ans pour nous, 23 pour Léo. C'est très jeune et surtout dans le milieu du cinéma, on continue beaucoup à apprendre. Mais en fait, c'est en faisant, et pas en faisant des études, mais en faisant concrètement des films, bon ou pas bon, c'est pas la question, mais en faisant que j'ai appris à faire, j'ai appris de mes erreurs, en lisant aussi beaucoup de livres quand même, en parlant avec beaucoup de gens qui m'ont transmis aussi leurs connaissances et j'en suis trop reconnaissante de rencontrer ces gens-là et de parler avec eux et ils m'ont beaucoup appris, donc c'est en apprenant au contact des autres et en faisant les choses que j'ai appris plutôt que les études, quoi. C'est ça, c'est toujours le plus important, c'est de faire des films, d'aller sur des tournages parce que ça nous apprend les réalités de comment ça fonctionne et c'est un peu ce qu'on veut montrer avec le podcast, c'est comment les gens sont devenus des professionnels et justement l'importance que ça a d'être sur des plateaux et Après, en fonction du métier évidemment. Il n'y a pas à dénigrer non plus les écoles parce que si vous avez l'occasion de faire une école, franchement faites-la parce que ça te crée un réseau de ouf aussi, tu vois.
vois. Et Puis c'est un côté laboratoire qui est quand même puis cool. t'es encadré, c'est là où tu peux faire des expériences avec des gens qui t'aiguillent et qui t'aident. Moi, si j'avais eu le choix, si j'avais pu faire, par exemple, la Fémis ou une autre école, je l'aurais fait. C'est juste que j'ai pas vraiment eu le choix ou que je me suis pas donné la chance de tenter le concours. Mais si vous avez l'occasion, faites-le. Mais c'est juste que si vous n'en avez pas l'occasion, il y a d'autres façons de faire qui sont possibles, quoi. Parce que du coup, ça avait été un peu mon dilemme avant de faire la fac. Je me demandais est-ce que je ferais un jour la Fémis ou les Lumières, tout ça. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait que le concours était tellement difficile que c'était presque plus simple de faire ses films et de faire son truc de son côté. Faut l'essayer quand même, parce que moi je regrette de pas l'avoir essayé. Ouais, bah après, en fait, comme maintenant on connaît des gens qui y sont, du coup, c'est vrai qu'on a tendance enfin, on a compris un peu les intérêts de la Fémis. Enfin, je sais que de mon côté, la première année où les gens passent par tous les postes, c'est hyper intéressant parce que ça leur donne un regard sur tout et c'est un peu ce qu'on essaye de faire en étant sur des tournages, nous, à notre échelle. Donc, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce côté, effectivement, laboratoire. Et puis, on leur donne quand même à la Fémis les moyens de faire leurs films. C'est quand même cool de dire qu'ils ont les moyens de faire leurs films avec la caméra qu'ils veulent, avec un certain nombre de contact de professionnels qui peuvent les aider. Ouais, c'est ça. Et des gens, effectivement, qui leur donnent un vrai regard professionnel sur et des intervenants qui viennent faire des cours qui sont des professionnels du milieu, quoi. Ce n'est pas le cas de forcément toutes les écoles. T'as fait un deuxième film aussi, qui est à partir d'une nouvelle de Stephen King. Tout à fait. Deuxième film, ouais. Comment on se retrouve à faire un film pour Stephen King? Du coup, tout le monde peut faire un film pour Stephen King. Ça s'appelle le Dollar Baby Project. En gros, c'est Stephen King qui a mis ça en place pour les jeunes réalisateurs, où en gros, il propose une liste de ses nouvelles et pour $1 symbolique, tu peux avoir les droits pendant 3 ans et réaliser un court-métrage. Juste, tu n'as pas le droit de gagner d'argent grâce à ce court-métrage, tu n'as pas le droit de le diffuser sur Internet ou dans des... Enfin, tu peux pas le proposer à des festivals où la récompense, c'est de l'argent. Tu peux le mettre dans des festivals gratuits, quoi. Mais voilà, et il y a une des contreparties, c'est de lui envoyer ce film-là. Et en fait, c'est vraiment juste, c'est pas un... Tu n'as pas ces droits pour te faire de l'argent dessus, tu as ces droits pour t'entraîner. De faire les dents dessus, ouais. Voilà, déjà, il faut réécrire une nouvelle, faut l'adapter en scénario, puis il faut la réaliser, production, pré-production, post-production. En fait, c'est un exercice. C'est un exercice qu'il a mis en place pour les jeunes réalisateurs. Après, il y a des réalisateurs de Dollar Baby qui ont fait des longs avec Stephen King parce que ce qu'ils ont fait lui ont plu. Franck Darabont, de la ligne verte. Exactement, etc. il a fait un Dollar Baby de base et du coup, Stephen King a adoré. Du coup, c'est un peu grâce à ça qu'il s'est retrouvé sur la ligne verte, etc. Donc c'est accessible à tout le monde, il faut avoir $1 en espèces, on ne prend pas les chèques ni les virements. mais voilà, et puis ma mère est très très fan de Stephen King, absolue. Et du coup, c'est grâce à elle que j'ai connu ce truc-là et que je l'ai fait. Et c'était un exercice incroyable parce que je me suis mis des bâtons dans les roues toute seule. J'ai pris une nouvelle qui était un peu aux antipodes de ce qui était intuitif pour moi. Donc c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans une chambre d'hôtel tout seul et qui ne sait pas s'il va en ressortir en vie ou pas. Donc s'il veut mettre fin à ses jours ou pas, en fait. Voilà. Et du coup, c'est un huis clos tout seul. L'exercice est hyper compliqué. Moi, je voulais pas de voix off. Je voulais pas non plus qu'il se mette à parler tout seul comme un fou si c'était pas justifié. Et du coup, c'était vraiment super difficile. Puis, en fait, ce qui m'a fait énormément défaut sur mon premier film, donc Le Fantôme de Serdaigle, c'est la direction d'acteur. Je savais pas ce que c'était, parce que le réalisateur, c'est pas juste le mec qui fait les plans et qui décide de tout et qui s'assoit sur sa chaise et qui dit on la refait ou pas. Voilà. Il y a aussi la direction d'acteur qui, pour moi, c'est 50% du travail. Et je savais pas, en fait, sur mon premier film. Et du coup, après ça, j'ai pas été traumatisée, mais je me suis beaucoup renseignée. Une petite claque. Et ouais, voilà, j'ai beaucoup lu de livres. Je suis allée... j'ai été invitée dans des écoles de théâtre pour observer comment un comédien travaille, comment il se forme. Enfin, parce que comment tu veux diriger un comédien si tu sais pas comment il travaille? C'est un peu compliqué. Du coup, je suis allée dans des écoles de théâtre pour voir comment les comédiens se formaient, etc. Et après, j'ai fait ce film-là qui a été... En fait, un mec tout seul dans une chambre avec autant d'émotions, c'est que de la direction d'acteur, quoi. Et du coup, ça a été tellement formateur pour moi et ça m'a fait un bien fou de faire ce film-là. Alors, c'est pas le film que j'aime le plus, j'ai une relation un peu compliquée avec lui en termes de montage, de rythme. C'est hyper dur, un mec tout seul dans sa chambre, c'était que mon deuxième court-métrage. Faut pas l'oublier, c'est difficile. Puis c'est un peu loin de, comme tu le disais, de ce que tu fais d'habitude. Ouais. Et il y a quand même un peu d'action dans tes films, mine de rien. Ah oui, il y a que de la bagarre dans le film. Et là, c'est un mec qui est tout seul, qui pleure au téléphone. Enfin, c'est compliqué. Mais en tout cas, de la prestation de Dan dans ce film-là, moi, il m'a impressionnée et je me suis un peu aussi impressionnée dans ma direction avec lui parce que ça fonctionnait bien. C'était quelque chose d'hyper intime qu'on a créé ensemble où il m'a beaucoup parlé de son vécu
a pas mal de liens avec ce qu'on tournait et je me suis appuyée sur ça pour le diriger et les résultats étaient ouf. Et en fait, quand je regarde Le Fantôme de Serdaigle, et c'est pas que les comédiens sont mauvais, mais ils étaient pas du tout accompagnés en fait. Ils étaient abandonnés à leur sort et moi je savais pas quoi faire avec eux et donc forcément. Quand vous regardez un film et que le jeu vous plaît pas, c'est pas forcément de la faute du comédien, c'est aussi de la faute de la direction d'acteur, du réalisateur. Et je me suis découvert une passion pour la direction d'acteur, c'est ce que je Parce préfère. qu'après, tu lisais des livres et tout. Je me rappelle que tu nous as suggéré des bouquins comme ça, de direction d'acteur. C'est dingue et c'est ce que je préfère maintenant. Et je dis pas que je suis la plus forte à ça parce que, encore une fois. T'as des trucs à apprendre, t'as un long chemin. On a toujours quelque chose à apprendre, peu importe notre âge. Mais en tout cas, j'adore faire ça et j'adore apprendre et j'adore rencontrer des comédiens et tous ils travaillent de façon complètement différente et tu dois t'adapter à chaque personne et il y a des choses que je vais dire à quelqu'un qui va le toucher et qui va lui faire sortir des choses et à d'autres personnes rien du tout et du coup tu dois t'adapter et apprendre comment chaque comédien travaille et je trouve ça incroyable dans ce métier là quoi. Il y a des comédiens qui sont vraiment dans la composition, qui vont travailler longtemps un rôle et du coup vont avoir possibilité de sortir des choses pas être forcément naturelles et qui viennent d'eux et en même temps il y a des acteurs qui juste vont être ce qu'ils sont et qui du coup vont beaucoup plus être dans le naturel et finalement ça va être difficile de les emmener ailleurs que ce qu'ils sont. Et après, c'est aussi un choix dans le casting de prendre les bons comédiens en fonction de ce qu'on veut, quoi. Mais c'est ça. Je sais que toi, t'as fait beaucoup de régie sur des courts-métrages, etc. Et je me demandais un peu quel était le métier maintenant qui t'intéresse le plus, parce que tu parles du scénario, mais du coup, t'as l'air d'être un peu axé vers d'autres métiers en même temps. Et... En fait, pour faire de la régie, t'es obligé d'avoir le permis, chose que je n'ai pas, donc... Ce qui me pose problème aussi actuellement. Tout à fait. Voilà. Mais du coup, la régie, moi j'aime beaucoup tout ce qui est organisation, paperasse. Du coup, je faisais de la régie parce que je voulais être sur des tournages, mais aussi parce que j'aimais bien l'aspect organisation, logistique un peu complexe, etc. Même principe que le puzzle dont on parlait tout à l'heure, mais de manière un peu plus extérieure. En fait, la régie, c'est la personne qui englobe le tournage, tout ce qu'il y a autour, qui garde vraiment dans une bulle de confort, on va dire ça comme ça. Ouais, parce qu'après, il y a l'assistant réel qui, lui, gère vraiment l'orga en elle-même. C'est ça, lui, il gère ce qu'il y a à l'intérieur de la bulle, quoi. Ou elle. Mais du coup, je trouvais que la régie n'était aussi pas assez dans le tournage, où c'était plus l'extérieur. Du coup, ça me plaît. Mais je voulais avoir un poste un peu plus central, on va dire, ou en tout cas plus présent dans le tournage directement. Et en fait, je trouve le métier qui me correspond le plus actuellement, c'est assistant réel. Second, premier, peu importe, mais assistant réel. Et la régie, j'espère pouvoir y retourner quand j'aurai le permis parce que ça reste une de mes passions. T'en fais encore un petit peu quand il n'y a pas besoin de permis. C'est ça. Il y a toujours besoin, honnêtement, il y a toujours besoin du permis. Mais il y a des solutions. J'ai fait un stage en régie sans permis. Oui, c'est vrai. Après, oui. Après, j'ai des potes qui font ça et après, quand on leur demande, ils disent qu'il n'y a pas moyen parce qu'il faut le permis et que du coup... c'est exceptionnel. En stage, oui. Après, en régie, c'est quand tu connais, par exemple, la première, forcément, et qu'elle trouve que tu fais du bon travail, elle te place plus facilement, quoi. Mais en général, un régisseur général sans permis, ça n'existe pas. Même un régisseur sans permis, c'est très compliqué. Encore pire, un régisseur, parce que le régisseur, il est souvent au bureau de prod. Le régisseur, s'il n'a pas de voiture... Oui, non, parce qu'un régisseur, ça accompagne pour les repérages. Alors, c'est s'occupe des tables régie, à boire, à manger, d'accord, mais il n'y a pas que ça. C'est eux qui trouvent aussi les endroits pour mettre le HMC. C'est eux qui vont chercher aussi les costumes, par exemple, quand il faut aller chercher les costumes, la déco. C'est vraiment, ils conduisent aussi l'équipe technique, les comédiens sur place, d'un point A à un point B. Ils chargent les camions. Ils font tellement de choses. C'est sûr. C'est toute un long métrage sans régie, mais plus importante. C'est impossible. Non, c'est pas possible. C'est sûr. Et on se rend pas compte, quoi. Si t'as un excellent régisseur sur ton plateau, ça va trop bien se passer, tu vois. Alors, pas que, d'accord, mais ça a un énorme impact. Oui, en fait, dans la gestion de crise, le régisseur, il est central. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve le truc intéressant, c'est aussi de travailler main dans la main avec les assistants réels. C'est sûr. Où c'est compliqué parfois, mais c'est ce qui est intéressant, quoi. Tout ce qui c'est ce qu'on disait aussi, c'est les problèmes, la complexité, c'est ça qui produit de la créativité et c'est ça qui va rendre le film incroyable aussi. Il faudrait qu'on fasse venir pareil des assistants réels et des régisseurs généraux parce que du coup ça permettrait même qu'ils nous expliquent vraiment les frontières entre les deux et les spécificités. Quel est le métier vraiment que tu vises du coup, puisque est-ce que c'est le scénario effectivement, J'ai arrêté de faire que ça. Même si tu partages, etc., il y a quand même cet aspect où la création, elle se fait quand même relativement seule, ou en tout cas des parties de création. Du coup, c'est un truc qui me plaisait pas. Et en fait, le travail en équipe, c'était ça. Je voulais me tourner vers ça et surtout être sur des films.
C'est ça qui est même en pré-prod, etc. Ouais, l'expérience de tournage vraiment c'est ça. t'intéresse plus. Mm, mm. C'est compréhensible du coup, Ouais, bah surtout ouais. quand on veut faire du cinéma pour la magie, le côté les coulisses Clairement. et tout. C'est bien d'expérimenter plein d'autres postes pour savoir ce que tu veux faire parce que c'est tellement. Comment dire? Vaste. C'est tellement. Oui, et puis c'est tellement brumeux tous les métiers du cinéma, que ce soit en pré-prod, en prod, en post-prod, qu'en fait, c'est aussi en essayant plein de métiers que tu trouves un peu ta voie, quoi. Oui, complètement. T'as fait régie, t'as fait assistante réal, t'as fait réal. J'ai fait script, T'as fait script, décoratrice, déco, tu vois, t'as élec. tenté plein de choses Ouais. et après t'as trouvé plus Ça ta voie, Ça tu m'a vois. permis vraiment de Toi de aussi, savoir ce que t'as tu voulais fait- faire. T'as fait T'as élec fait aussi, assistant plein de choses. réalisateur, t'as fait ingénieur du son, t'as fait Du coup, élec. Ouais. Et je suis passé en Réal. stage en distrib aussi. Ouais. On reviendra dessus peut-être à un autre Voilà. moment, mais du coup, c'est vrai que tout ça, ça apprend vraiment à savoir même comment fonctionne le cinéma. Et donc, c'est hyper intéressant en tant que réal aussi. Je trouve qu'en tant qu'assistant réel, c'est important aussi d'avoir Mm. une bonne connaissance des métiers parce que tu comprends aussi les difficultés des différents postes et comment un peu les combler, les aider, les aiguiller et travailler avec eux aussi du Mm. coup. Donc Ouais. faire plusieurs postes vu que toi C'est tu sûr. veux aussi être assistant réel. Ouais, C'est à pas côté, que, mais ouais, je veux dire, c'est ça. c'est une de tes envies aussi, non? Bah, surtout que j'en ai un peu fait et que du coup j'ai vu effectivement à quel point c'était important de connaître les autres métiers parce qu'il faut anticiper des choses par rapport à eux, des demandes qu'on va leur faire parce qu'il faut que le temps aille plus vite et que en même temps tu sais que la lumière ils auront besoin de temps, etc. Et c'est hyper important effectivement de connaître tous les métiers, ne serait-ce que pour l'organisation générale et pour que ça se passe bien parce que chaque métier a envie d'être considéré. Et surtout les techniciens, ils aiment bien qu'on prenne soin d'eux quand même un Clairement, peu. je trouve que tu as dit un mot intéressant, c'est le mot considération. Je trouve Mm. qu'un tournage, ça doit tourner autour de la considération aussi. C'est sûr. Sinon, ça ne fonctionne pas. Enfin, je pense qu'on a tous des exemples en tête de tournage où c'était un peu désastreux parce qu'il n'y avait pas cette considération envers l'équipe. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, Lou, du coup, tu disais que tu étais photographe plateau, réalisatrice et assistante réelle. Est-ce que tu en as un vers lequel tu te diriges ou même deux? Ou tu aimerais bien faire vraiment un peu les deux ou un seul? Je fais beaucoup de photos plateau. J'aime vraiment beaucoup ça et de la réalisation. En fait, c'est les deux métiers principaux qui m'intéressent. Mais l'assistanat réel, c'est aussi quelque chose que j'aime. Et je pense pas que les trois soient incompatibles de toute façon. Il y a des projets où j'ai pas du tout envie d'être assistante réalisatrice. Par contre, j'adorerais être photographe plateau. Et inversement, où il y en a que je préférerais faire en assistante réalisatrice plutôt que photographe plateau. Et après, la réal, c'est autre chose. Oui. Vous avez fait des stages dans votre scolarité J'ai jamais sur réussi des à plateaux? en avoir. C'est vrai? Ouais. Et sur des plateaux, non, du coup, c'était vraiment l'assistanat casting et du coup la distribution chez The Jokers Film. J'étais persuadée que tu avais fait un stage, Agathe. Pas du tout. Non, j'ai dû envoyer des centaines de CV et j'ai jamais réussi. Ouais, c'est plus simple quand tu connais les gens, parce que du coup, effectivement, après... Ça se fait sans. Ouais, Ouais, c'est vrai que... Ouais, C'est vrai. pour le mon film de Louis stage- Garrel, du coup. Ouais, sur le film de Louis Garrel, je connaissais personne, mais alors, dans la limite du raisonnable, j'ai harcelé. C'est pas que j'ai harcelé, c'est que j'ai beaucoup relancé. Ouais, ça Moi, montre ma fac, ta elle était motivation aussi. Ouais, c'est sûr. j'étais à côté. Ma fac était à côté de Why Not Production. Et du coup, je suis allée toquer chez eux avec mon CV, ma lettre de motivation. Et puis, je leur ai donné. C'était genre, on prend que sur plateau. Là, on n'a pas de projet, donc voilà. Mais j'ai quand même rappelé une semaine après. Le En projet disant, est vous êtes arrivé. vraiment Vous êtes sûr sûr? Vous avez Il y a toujours pas un de petit projet truc. Et vous êtes sûr, je peux pas faire un stage dans les bureaux? Et ils m'ont dit, mais non, pas du tout. Mais par contre, du coup, et j'ai eu cette info seulement parce que j'ai rappelé une semaine après. Si tu trouves rien dans 2 mois, tu nous rappelles, on aura un projet. 2 mois après, évidemment, j'avais rien trouvé. Donc je rappelle. Et là, on me dit, oui, on prépare le film de Louis Garrel. Je te donne le mail de la directrice de production. J'ai envoyé un mail. 2 semaines passent, rien, je renvoie un mail. 2 semaines passent et on me rappelle. Donc en fait, c'est beaucoup de patience. Ouais, faut relancer. Parce persévérance, qu'ils sont ouais. submergés aussi par les mails, les appels, les machins, les trucs. Et du coup, j'ai passé un entretien. Alors, à savoir vraiment pour de la régie, donc c'est-à-dire une expérience en régie plateau sur les studios de Brie-sur-Marne, mais ça n'a rien à voir avec, Ce qui était demandé. voilà, avec de la régie plateau, etc. Pas de permis, pas en école de ciné, vraiment Compliqué, La le meuf dossier sort de nulle compliqué. part. Voilà, mais j'y suis quand même allée, j'ai eu mon rendez-vous. Et en fait, la régisseuse générale qui est incroyable, qui s'appelle Chloé Dagonet, m'a dit t'as vraiment envie d'apprendre, nous, c'est ce genre de profil qui nous intéresse. Un stage, c'est fait pour apprendre, c'est pas, on prend pas un stagiaire qui sait déjà tout faire, voilà. Ouais.
t'as envie, c'est un peu compliqué, je t'avoue, vu que t'as pas le permis, mais on va se débrouiller. Et c'était une expérience incroyable. Alors, si Chloé un jour écoute ça, je suis vraiment désolée parce qu'en 2020, j'étais extrêmement quand même timide, donc je ne parlais pas beaucoup. Et dès qu'il y avait une erreur, j'essayais vachement de me dédouaner parce que j'avais peur qu'on m'engueule. Mais c'était ma première expérience sur un plateau et oui, c'était pas un film énorme, mais quand même, quand on n'a jamais rien fait de sa vie, voilà. C'est une pression d'arriver sur un gros plateau et C'est même ça. un plateau j'ai long. Quoi. tellement appris grâce à ces gens-là et mais je suis tellement redevable, quoi. J'ai rencontré des gens fantastiques avec qui j'ai travaillé plus tard. 3 ans après, j'ai travaillé avec l'habilleuse Olivia Lahoug sur Le règne animal. C'était incroyable Très et bon je film. les ai rencontrés sur ce projet-là, quoi. Et si j'avais pas un peu forcé et si j'étais pas autant motivée, j'aurais pas eu ce stage-là. Et ces gens-là, ils sont fantastiques et on se parle plus trop, mais je pense souvent à eux et c'est grâce à eux que j'ai commencé et que j'ai découvert la régie aussi, à quel point c'est important, à quel point c'est dur. Et c'était trop bien. Et je connaissais personne là-bas. Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher parce qu'avant de tomber sur Why Not, je suis allée toquer chez plein d'autres boîtes de prod et j'ai eu des rendez-vous, des entretiens d'embauche, mais qui n'ont jamais débouché finalement. Et en prod d'ailleurs, donc même pas sur des plateaux. C'est vrai que le cinéma, c'est un combat, que tu veuilles faire un film et que tu aies besoin de trouver une prod ou que tu veuilles faire un stage pour aller faire de la régie. En fait, c'est toujours hyper compliqué faut vraiment essayer d'enfoncer des portes, quoi, de relancer les gens, montrer ta motivation en permanence. C'est ça. Mais quand on y arrive, c'est trop bien. Ouais, c'est clair, parce que les expériences, forcément. Il faut s'accrocher, quoi. Et pareil, Le règne animal, c'était la rencontre incroyable de Olivia Lahoug sur la croisade et elle avait ce besoin de quelqu'un pour l'assister pendant 2 semaines et demie et moi, j'avais jamais fait ça et juste, je m'étais vraiment bien entendue avec elle. J'avais vraiment envie, en fait, de découvrir aussi ce métier-là et j'étais prête à vraiment apprendre avec elle et c'était incroyable. Tu faisais quoi précisément? Parce que le film, c'est beaucoup j'imagine des effets spéciaux pratiques, des choses comme ça. Oui, alors moi, j'y touchais pas du tout. Hein. Mais j'aidais Olivia, du coup, dans le carloge à ranger les costumes, les préparer pour le lendemain, les apporter aux comédiens. Et puis sur le set, je l'assistais. Elle s'occupait beaucoup d'habiller les comédiens. Et des fois, en fait, il y a plusieurs comédiens en même temps. Donc, moi, je l'aidais aussi à habiller. Elle avait besoin de quelque chose, je lui ramenais. Et je l'observais énormément. Et je faisais tout ce qu'elle avait besoin. Mais du coup, j'ai beaucoup appris, en fait. Et j'habillais, en fait. Je l'aidais à habiller les comédiens, les déshabiller. Parce que il faut récupérer les vêtements, il faut qu'ils passent à la douche, etc. Du coup, préparer les vêtements pour le lendemain, les serviettes pour qu'ils puissent... notamment Tom Mercier qui avait des plumes dans le dos. Voilà, fallait qu'ils les enlèvent, quoi. Et ça fait penser aux Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux où il fallait leur coller les pieds, ça prenait des heures. Ouais, c'est ça. Mais je faisais pas un quart de ce que faisait Olivia. On se rend pas compte du travail que c'est que d'être habilleuse, mais surtout sur un film à effets spéciaux. Oui, voilà. Elle travaillait mais tellement. Et mais je l'admire beaucoup, beaucoup. Elle est passionnée par ce qu'elle fait et elle bosse à fond, quoi. Et c'était incroyable d'être avec elle sur ce projet-là, quoi. Même si, encore une fois, ça aurait été bien utile que j'ai le permis. Si vous voulez travailler dans le cinéma, passez le permis. Ouais. Il va falloir qu'on échange peut-être. Pour n'importe quel poste. Oui, on m'a déjà appelé pour un poste de 3e assistant réal. Et en fait, il fallait le permis. Et du coup, je l'ai pas eu, quoi. Ouais, mais là, pareil, je suis en train de voir avec des amis qui sont en régie sur des séries. Et ils me disent tous, il faut absolument que tu fasses ton permis. Sinon, tu pourras pas rentrer sur ces séries. Ouais. C'est chiant. Mais ouais, je pense qu'on fera un épisode sur le permis. On fera venir quelqu'un pour parler du permis. Ouais. Non, mais ouais, c'est des expériences incroyables en tout cas, et d'avoir pu voir un peu la façon dont on fait un film de genre en France, un film à effets spéciaux comme ça. Ouais, je suis trop contente d'avoir eu la chance d'être, même, j'ai pas été sur tout le tournage, mais même juste 2 semaines et demie, quoi, c'était fou. J'étais sur les séquences en forêt avec Fix notamment, et c'était vraiment, vraiment trop, trop bien, quoi. Puis ça donne espoir, quoi, parce qu'on fait tous un peu du genre autour de cette table. Et en France, on sait que c'est un peu un sujet, mais ça m'a fait trop du bien de bosser sur ce film-là, de voir qu'il a autant fonctionné. Et je me dis, ok, même avec La Nuée, Teddy, ces films-là, de me dire, ok, il y a un espèce de retour, enfin, autant que un retour ou quoi, mais enfin, une apparition une recrudescence. du film de genre en France qui font vraiment du bien. Et je me dis, ok, il y a peut-être une nouvelle génération de
de cinéastes qui sont prêts à amener ça en France et ça te donne de Parce l'espoir. qu'ils ont grandi avec des films de genre venant des Ah États-Unis. bah, et on du coup, parlait forcément, on a nos envie. références, mais je pense qu'effectivement, c'est les mêmes pour une bonne partie de notre génération, que ce soit des films plus auteurs ou que ce soit des blockbusters, mais en tout cas, il y a beaucoup ces films américains notamment. Mais de toute façon, on va forcément y revenir parce que, étant donné que ça nous intéresse, on va essayer de faire venir des gens qui ont un rapport à ça dans les prochains épisodes et on pourra en parler avec eux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions depuis quelques années sur le cinéma de genre, beaucoup d'interviews, de tables rondes, etc., où les gens n'arrivent pas à démêler vraiment ce qu'il faut faire pour arriver à faire des films de genre en France. On en a vu beaucoup cette année, il y en a eu quand même, je pense, une dizaine au moins. Je ne les ai pas tous en tête, mais des films qu'on a moins en tête que Le règne animal, mais il y a eu... Mais rien que Les Trois Mousquetaires, c'est de l'époque. C'est ça, après à des grosses échelles, mais sur des petites échelles, effectivement, il y en a eu. C'est important de voir ça aussi à grosse échelle, quoi. C'est De se dire que c'est possible et que ça intéresse le public français. Après, en France, les films de genre, c'est un truc qui est quand même beaucoup... Enfin, les films de genre, pardon, les films d'époque, des trucs qui sont beaucoup plus facilement faits. Culture française. Mais dans tous les cas, voir un film, en tout cas une grosse production, voilà, c'est ça. Une aussi grosse production que les Mousquetaires, c'est trop cool. Il va y avoir le Comte de Monte Cristo aussi qui va arriver. Par les scénaristes des Trois Mousquetaires, du coup. Exactement. Mais après, bon, la question du cinéma de genre, on en reparlera et on fera venir notamment des gens de chez The Jokers Film, parce que étant donné que j'ai fait mon stage là-bas, j'ai vu un peu ce qu'il en était là-bas pour le cinéma de genre, parce que c'est une des boîtes, en fait, qui a essayé de relancer ça. Tu parlais de l'animé de Teddy, c'est des films de chez The Jokers Film, qui avait sorti aussi Parasite, du coup tout est un peu lié en fait. mais du coup c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire mon stage là-bas, parce que je trouvais ça hyper intéressant d'aller voir comment ça fonctionne de l'intérieur. C'était pas une prod, mais du coup la distrib permet de voir aussi un peu la production. Mais c'est vrai qu'en fait le public, c'est une question un peu compliquée, le public du cinéma de genre, des cinémas de genre, du cinéma horrifique, du cinéma fantastique, de science-fiction, etc. C'est un public qui va pas trop voir les propositions françaises, et ça fait chaud au cœur de voir que Le règne animal a fait plus d'1 million d'entrées là actuellement, parce que enfin une proposition qui marche un peu, et donc attendons de voir pour la suite. Mais c'est vrai que la plupart des films de genre français de cette année n'ont pas non plus un énorme succès, et on se posera des questions par rapport à ça dans les prochains épisodes avec les invités. Mais très bien. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission et on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast au plus grand nombre, surtout pour ceux qui veulent faire du cinéma. Je pense que ça pourrait être intéressant d'aller écouter les interviews qui vont suivre. Le podcast est disponible partout, mais sur la version vidéo, vous aurez des extraits de making-of, des choses. Vous aurez aussi les sous-titres. Le premier épisode qu'on fera avec invité, normalement ce sera avec une jeune productrice et amie du coup Astrid Issa-Verdens, qui est une personne fantastique et extrêmement talentueuse et en qui je crois beaucoup, et qui est une directrice de production formidable, qui fait beaucoup de magie, mais de la vraie magie, une vraie magicienne. Mais on en parlera du coup au prochain épisode. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.